Euh, D'abord, première chose, euh, euh, comme n'est pas réglée la question de savoir comment on peut disposer le rapport entre le cours magistral et d'éventuelles questions, échanges, remarques, objections, s'il y a des questions sur ce qui a été fait la fois précédente en début de séance, n'hésitez surtout pas à les poser. Je sais qu'au bout d'une heure et quart de philosophie, il y a de quoi être quelquefois un peu chaos. Donc, si vous préférez éventuellement, vous dites, voilà, moi, la semaine dernière, un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, vous n'hésitez pas et je répondrai. Donc, on démarre. Bon, et puis, je répète, enfin, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous interrompiez si quelque chose vous paraît... Je vais faire... Si quelque chose vous paraissait mériter de devoir être répété ou clarifié, n'hésitez donc surtout pas. Hein. La forme de mon cours est magistrale, mais elle n'est peut-être pas forcément condamnée à rester totalement asymétrique. Bien, alors, donc j'ai résolu d'expliquer le texte de la quatrième partie, de l'appendice à la quatrième partie de l'éthique, et de le faire en le prenant de façon linéaire, éventuellement même, c'est ce qui m'arrivera le plus souvent, mot à mot. Et la première chose qui était apparue dans le paragraphe liminaire, dans cette espèce de présentation de chapeau de l'appendice, c'est que Spinoza se présente à nous comme porteur d'un enseignement, ce que j'ai enseigné dans cette partie. Alors, la question, ou plutôt les questions qu'impose cette proclamation d'une intention d'enseignement sont au nombre de 3. Elles s'énoncent de façon assez naturelle de la manière suivante. D'abord, qui est supposé porter cet enseignement? Et je l'avais dit, il n'est peut-être pas tout à fait évident qu'on puisse se contenter de répondre par l'identification de son auteur au sens à la fois de l'état civil. Spinoza est une personne particulière, née à telle date, morte à telle date, en tel lieu, etc. Et donc, j'avais suggéré, mais je crois que je n'avais pas fait plus que le suggérer la fois dernière, qu'on ne pouvait peut-être pas se contenter de donner autant de détails qu'on voudra sur l'identité, on va dire, empirique de l'auteur, Benoît Spinoza, Benedictus Spinoza, Baruch Spinoza, selon qu'on adopte le terme correspondant à son identité juive. Eh bien, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas de dire, voilà, de répondre en récitant, par exemple, la biographie de Spinoza? Alors, ça ne suffit pas parce que, et ça, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais il se dit, il se raconte, mais vous savez, sur les grands philosophes, et d'ailleurs sur tous les personnages importants, on se raconte des choses qui ne sont pas toujours très bien établies, très bien fondées, mais on a dit que Spinoza ne souhaitait pas, ne désirait pas, préférait que ne figure pas sur la couverture en tête de l'éthique le nom de son auteur, son nom propre à lui, Benoît Spinoza. Alors, il est difficile de savoir si c'est vrai, ça pourrait bien ne pas l'être, en tout cas, ça ne l'est pas si ses disciples ont été fidèles à cette intention, parce que lorsque paraissent les éditions, enfin la première édition, lorsque paraît la première édition posthume des écrits de Spinoza, qui ne comporte pas d'ailleurs seulement l'éthique, mais édition dans laquelle l'éthique figure en tête du volume, eh bien, sur la couverture de ce volume, se trouve la formule suivante. Voilà, on trouve comme indication de l'auteur ceci. BDS, Baruch de Spinoza. Bon. C'est une identification qui évidemment est transparente pour celui qui sait que l'éthique a été écrite par Spinoza, mais en même temps c'est peut-être une identification qui est suffisamment
imprécise pour laisser une échappatoire à un éditeur qui aurait à se défendre contre le fait d'avoir publié des textes qui, à l'époque, sont considérés comme porteurs d'un niveau d'impiété, de sacrilège tout à fait insupportable. Spinoza était déjà connu pour avoir publié, alors cette fois-ci sans nom d'auteur, anonymement, comme je l'avais dit, le traité théologico-politique en 1770, publié donc le traité théologico-politique. Il l'avait publié anonymement, sous couvert d'anonymat. Mais ça n'avait trompé personne. Tout le monde savait qui était l'auteur du traité théologico-politique, qui s'était retrouvé immédiatement sous les feux croisés on va dire pour aller vite, d'à peu près tous les théologiens. Alors, Spinoza a-t-il véritablement demandé ou émis le souhait que son nom ne figurera pas en tête de l'éthique? Au fond, ça n'a pas d'importance. Si c'est une légende, ça a de bonnes chances d'en être une, si c'est une légende, cette légende serait assez conforme à ce que signifie étymologiquement le mot légende, puisque c'est un terme qui vient directement du latin. Legenda, c'est le pluriel d'un neutre. Legenda, ce sont les choses qui doivent être recueillies. Ce sont les choses qu'il faut recueillir. La légende, c'est ce qui mérite d'être recueilli, d'être conservé et d'être rapporté. Et je vais essayer de montrer ce qu'il pourrait y avoir de vrai dans cette légende, montrer en quoi elle est d'une certaine façon porteuse d'une certaine vérité à propos de ce qu'est ce texte auquel nous nous intéressons, l'éthique. Alors, vous connaissez peut-être, enfin sans doute pas pour la totalité d'entre vous, ce proverbe latin, vous ne le connaissez peut-être pas sous sa forme latine, il y a un proverbe latin qui dit, alors je vais essayer de le citer exactement, de mortuis nihil nisi bonum. Ce qui veut dire, je traduis, au sujet des morts, à propos des morts, il ne faut rien dire que de bon. Tout le monde connaît ça. Vous savez, hein, la cérémonie d'obsèques, c'est une avalanche de louanges, c'est une cascade de... Et là, on est là à se dire, oui, alors voilà, dès qu'on est mort, on est parfait, c'est un peu facile, parce que moi je le connaissais bien de près, et quand même, c'était pas tout à fait ça. Bon. Alors ça nous agace, ça nous énerve un peu, et quelquefois certains disent, mais pourquoi est-ce que le fait qu'il soit mort devrait lui conférer un droit à être tout d'un coup couvert de tous les éloges? Eh bien, alors, il y a un texte d'Alain, il y a plusieurs textes d'Alain sur ce sujet, j'en mettrai un sur le blog pour que vous puissiez le lire, dans lequel Alain dit ceci, mais je ne vais pas disserter longtemps sur ce thème, mais Alain dit, mais ce proverbe a raison. Nous avons de bonnes raisons de vouloir que lorsque nous évoquons les morts, lorsque nous parlons des morts, lorsque nous évoquons leurs souvenirs, eh bien, ce soit justement du bien qu'il soit question. Et non pas, au fond, des mauvais côtés qui, Alain dit en très bonne logique spinoziste, parce que ça c'est une pensée spinoziste, de leurs mauvais côtés qui au fond ne sont rien. Rien en quel sens? Rien au sens de réel, rien au sens de positif. Au fond, leurs mauvais côtés, ce ne sont que leurs manques, ce ne sont que ce qu'ils n'avaient pas. Et parler de quelque chose ou de quelqu'un en se plaçant au point de vue de ce qu'il n'a pas ou de ce qu'il n'est pas, c'est n'en rien dire. Disons ce qu'ils étaient, parlons des morts pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire parlons d'eux au point de vue de ce qu'ils possédaient effectivement, de ce qui faisait leur force. Et ça, c'est très spinoziste comme idée. Bon, je ne creuse pas, mais je mettrai à votre disposition sur le blog ce propos d'Alain. Alors, ici, excusez-moi, j'ai un tout petit peu dérivé, mais en quoi y a-t-il du vrai dans cette légende d'un Spinoza qui aurait souhaité que son nom ne figure pas en tête de l'éthique? Eh bien, il y a ceci que ce mot, ce que j'ai enseigné dans cette partie, enseigner traduit ici le mot tradidi. Tradidi, alors ça veut dire ce que j'ai transmis. Ce que j'ai transmis. Voilà, j'ai transmis. Tradidi, ça veut dire ça. J'ai transmis, j'ai rapporté, si vous voulez. Bon,
la tradition, c'est ce qui est transmis. Et ce verbe tradidi, tradere, donc tradere, qui veut dire, oui, transmettre, eh bien, ce verbe signifie ceci, que Spinoza se présente là, dans ce paragraphe liminaire de l'appendice, moins comme un auteur qui, par la force de son génie, par la puissance de sa personnalité propre, aurait produit une œuvre exceptionnelle. Il se présente moins sous cet aspect-là que comme quelqu'un qui a transmis, quelqu'un qui n'a été qu'en situation d'intermédiaire. D'intermédiaire entre quelque chose et nous, mais quelque chose qui n'est pas la production de son génie propre, mais qui est tout simplement la vérité même des choses. Au fond, ce que nous dit Spinoza ici, c'est qu'il nous a transmis quelque chose qui est tout simplement un ensemble de vérités qui méritent d'être connues, que nous avons, nous, besoin de connaître, intérêt à connaître, et que lui n'a été dans cette histoire qu'un intermédiaire, et pas du tout quelqu'un qui a créé quoi que ce soit. Ce n'est pas un auteur au sens où l'artiste, l'écrivain par exemple, ou le peintre, le musicien, compose une œuvre qui serait l'expression de sa puissance propre, de quelque chose qui viendrait de lui. Spinoza ici, il nous dit, voilà, j'ai découvert certaines vérités, mais ces vérités ne sont pas miennes. Et si Spinoza a raison dans ce qu'il dit dans l'éthique, si l'éthique dit des choses vraies, eh bien, ces choses vraies ne sont pas spinozistes. Voilà ce qu'il faut peut-être comprendre dans cette légende. Là, je brode un peu, ne serait-ce que parce que le socle factuel de cette légende est faible, parce que la documentation manque, mais ça veut dire que la philosophie de Spinoza n'est pas spinoziste. Si vous voulez, elle ne l'est pas plus que le théorème de Pythagore naît de Pythagore. Quand on parle du théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il y a quelqu'un, bon, son existence a pu être mise en doute, mais enfin elle est quand même assez vraisemblable et assez convenablement attestée à un niveau suffisant. Il y a quelqu'un qui s'appelait Pythagore, ou qui se faisait appeler Pythagore, et qui un jour a découvert soit ce théorème, soit sa démonstration. Je dis soit ce théorème, soit sa démonstration, parce qu'après tout, que le carré de l'hypoténuse soit égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est quelque chose dont on avait peut-être pu s'apercevoir de façon purement empirique, par l'expérience, par l'arpentage, par des mesures, avant d'en avoir la démonstration. En tout cas, la démonstration est attribuée à Pythagore. Mais tout le monde comprend que cette démonstration, si elle établit la vérité du théorème de Pythagore, cette démonstration fait du théorème de Pythagore un théorème qui n'est en aucune façon relié à la personne de Pythagore. Le nom de Pythagore ne désigne que la capacité, d'où venait-elle, nous n'en savons rien, mais la capacité, l'aptitude, le génie d'un individu qui a su, par son travail, par son astuce, que sais-je encore, découvrir les chemins d'une démonstration qui, elle, comme démonstration mathématique, produit la certitude de la vérité de l'énoncé que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Cette vérité du théorème est autre chose que le travail qui a permis à un individu, peut-être à un groupe d'individus, parce qu'après tout, Pythagore c'était aussi une école de pensée, qui a permis à un individu, ou peut-être à un groupe d'individus, de comprendre cette vérité et de la comprendre dans la force que lui confère une démonstration en bonne et due forme. Mais le théorème de Pythagore n'est pas pythagoricien. À partir du moment où le théorème de Pythagore est vrai, plutôt, à partir du moment où la vérité du théorème de Pythagore est établie par démonstration, nous savons que ce théorème a toujours été vrai. A toujours été vrai, qu'il n'est pas devenu vrai le jour où Pythagore en a produit la démonstration, mais que simplement Pythagore a établi pour nous, humains, la certitude de la vérité de ce théorème. D'ailleurs, si vous prêtez attention au fait, si vous songez, si vous réfléchissez à ce fait que le théorème de Pythagore n'est pas devenu vrai le jour où Pythagore l'a démontré,
si vous pensez à cette vérité que le théorème de Pythagore a toujours été vrai de tous les triangles rectangles, quels qu'ils soient, avant même que Pythagore n'existe, et qu'il continuera d'être vrai quand il n'existera même plus aucun mathématicien, ni sur la Terre, ni peut-être dans l'univers, qu'il continuera d'être vrai, vous commencez à approcher d'une idée qui est absolument centrale dans l'éthique, qui va intervenir très tôt dans le texte de l'éthique et qui jouera un rôle absolument crucial jusqu'à la fin, c'est l'idée d'éternité. C'est l'idée d'éternité. Alors ça, ce sont des choses, c'est un thème que j'avais développé il y a déjà longtemps lorsque j'avais traité ici même de la vérité. Je ne vais pas le reprendre, je ne vais pas reprendre en détail cette affirmation selon laquelle il est de l'essence de la vérité d'être éternel. C'est une thèse extrêmement paradoxale, parce qu'il y a de bonnes raisons de se demander si vraiment l'idée d'éternité peut convenir à celle de vérité, mais je laisse ça complètement de côté. Si vous voulez qu'on approfondisse, on pourra le faire à la faveur de questions ou d'objections. Mais là, on approche de l'idée d'éternité. Effectivement, il faut comprendre que lorsque nous entrons dans le réseau démonstratif de l'éthique, lorsque nous entrons dans les propositions de l'éthique, dans les conclusions, et dans des conclusions établies par la voie mathématique, par la voie de la démonstration mathématique, à la façon euclidienne, eh bien, nous entrons dans un territoire qui relève de la dimension de l'éternité. Et ce que j'entends par dimension de l'éternité, c'est quelque chose qui est libéré de toutes les contingences, de toute la relativité attachée aux variations de la géographie, de l'histoire. Il est certain que le théorème de Pythagore, ça c'est certain, n'aurait pas pu être découvert n'importe où, n'importe quand. Peut-être pas par n'importe qui. Le théorème de Pythagore, il a été démontré pour la première fois en Grèce, aux alentours du 6e, 5e siècle avant notre ère. On sait par exemple que les Égyptiens ont manipulé des objets mathématiques, mais qu'ils n'ont jamais véritablement essayé de construire de façon systématique des démonstrations mathématiques. L'univers de la démonstration n'appartient pas à ce qu'on peut appeler, d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, les mathématiques égyptiennes, qui sont pour l'essentiel empiriques. Les mathématiques grecques sont allées dans une autre direction, et surtout sont allées dans cette direction extrêmement loin, puisqu'elles continuent aujourd'hui, enfin les mathématiques continuent exactement dans l'inspiration qui fut celle des Grecs, de produire, j'y reviendrai, parce que je reviendrai sur cette idée de démonstration, mais de produire un mode de savoir qui produit des vérités dont nous savons, quand nous les comprenons, qu'elles ne dépendent en rien de l'univers historique, de l'ambiance culturelle dans lesquelles ces vérités ont été découvertes et dans lesquelles elles ont été démontrées. Alors, voilà pourquoi, d'une certaine façon, il pourrait être vrai que Spinoza n'a pas voulu que son nom soit mentionné. Peut-être tenait-il à dire, mais l'éthique de Spinoza, c'est pas de Spinoza. C'est quelque chose, c'est un texte qui énonce des vérités qu'un autre que moi aurait pu énoncer, au même titre d'ailleurs que le fait une théorie scientifique au sens où nous pouvons être absolument certains que si Einstein n'était pas venu au monde comme personnalité particulière, empirique, né à telle date, vivant dans tel pays, un autre aurait produit la théorie de la relativité restreinte, puis la théorie de la relativité générale. Pas tout à fait au même moment, peut-être pas tout à fait de la même façon, mais nous aurions la théorie de la relativité d'Einstein, même si Einstein ne veut pas exister, alors que nous n'aurions certainement pas si Mozart n'avait pas existé, nous n'aurions pas les notes de Figaro et nous n'aurions pas les symphonies et les concertos de Mozart. Ça, c'est une certitude. Nous aurions, et d'ailleurs nous avons, bien des choses approchantes, bien des choses qui s'expriment dans le même langage musical, mais les œuvres elles-mêmes, nous ne les aurions pas. Il nous fallait un Marcel Proust empirique, particulier, singulier, concret, pour avoir la recherche du temps perdu, et ce n'est pas du tout
la même chose pour une théorie scientifique ou pour une théorie philosophique, du moins telle que celle qui est exposée dans l'éthique, si l'on veut en croire Spinoza lui-même. Alors, bon, voilà, qui eh bien, Spinoza, sous les réserves et avec les précisions que je viens de donner. Maintenant, quoi? Quoi, c'est-à-dire, quel est l'objet de cet enseignement que Spinoza prétend être en mesure de nous dispenser? Eh bien, cela est dit ici de façon très claire. C'est la manière de régler correctement sa vie. La manière de régler correctement sa vie. Alors, qu'est-ce que veut dire cette manière de régler correctement sa vie? Je n'ai plus le texte latin en tête parce que je n'ai pas ici dans le petit bout de papier que j'ai récupéré in extremis le texte latin. Est-ce que quelqu'un a le texte latin ici sous les yeux? Non. Non, personne ne l'a. Je crois que dans le texte latin, c'est recta ratio vivendi, la droite manière de vivre. C'est une expression que Spinoza utilise très régulièrement. Je pense que c'est celle qui figure ici dans le préliminaire. Recta ratio vivendi, la droite manière de vivre. Droite manière de vivre. Ici, bon, j'avais traduit manière de régler correctement sa vie, mais je pense que dans la dernière version qui est sur le blog, j'ai dû modifier cette traduction et je crois que j'ai fait figurer justement droite manière de vivre plutôt que manière de régler correctement sa vie. Peut-être Bernard peut me le dire. Mais je ne sais pas si... Est-ce que le texte... non, ça doit pas être là-dedans. Non. Bon, ben, je vérifierai. Vous avez la traduction Misrahi? Oui, et qu'est-ce qu'il dit, lui? On proposait de rassembler ici sur les justes principes de la conduite. Pardon, les vérités que j'ai exposées dans cette partie sur les justes principes de la conduite. Oui, les justes principes de la conduite. Alors, oui. Alors, moi, sur celle-là, il y a marqué droite manière de vivre. Oui, c'est ça. Donc ça. Je ne sais pas quel est c'est ce que j'ai vu sur Internet. Oui, ben, ça doit être recta ratio vivendi. Ça doit être le texte original du texte latin que je n'ai pas apporté aujourd'hui, malheureusement. Personne n'a la version Potra d'éthique, parce que là, il y a le texte latin. Donc bon, c'est pas grave, je confirmerai la prochaine fois, mais je suis presque certain. Droite manière de vivre, c'est de toute façon une formule que Spinoza utilise très fréquemment, recta ratio vivendi. Qu'est-ce que cela veut dire? Recta ratio vivendi, vous avez ratio qui signifie raison en latin, et qui signifie aussi compte, au sens où on parle d'un livre de compte, C-O-M-P-T-E, évidemment, un livre de compte au sens de la comptabilité. La raison, c'est ce par quoi il nous est donné de rendre raison de quelque chose. Rendre raison d'une pensée, rendre raison d'un discours, rendre raison d'une conduite, d'une manière de faire. Rendre raison au sens de justifier. Et ce que Spinoza ici prétend nous enseigner, c'est une manière de régler sa vie de telle façon qu'il soit possible d'en rendre raison. Recta ratio, cela veut dire que la droite manière de vivre sera celle dont il est possible de rendre raison, de rendre compte, comme on dit, tout simplement. C'est-à-dire dont il soit possible de produire une justification qui soit, si vous voulez, on peut le dire autrement, argumentable. Mais argumentable est un terme encore un peu faible, surtout si on le compare, surtout si on le met en regard du mot qui désigne la manière dont Spinoza est parvenu à définir cette droite manière de vivre, à savoir démontrer, demonstrata. J'ai démontré cela, dit-il. Et démontrer, c'est plus qu'argumenter, parce que tout peut s'argumenter, tout et n'importe quoi peut s'argumenter. Il y a des professionnels de cela, alors on les trouve chez les publicitaires, on les trouve chez les avocats, on les trouve chez les politiques, des gens qui sont rompus à argumenter et qui sont souvent capables d'argumenter, je
dirais, un peu à géométrie variable. On ne démontre pas n'importe quoi, on ne peut pas passer de la démonstration d'une proposition à la démonstration d'une proposition contraire, comme on peut passer d'une argumentation à l'argumentation d'une thèse complètement opposée. Et donc, la recta ratio vivendi, la droite manière de vivre, ou la juste manière de vivre, c'est la manière de vivre dont on puisse rendre raison, qu'on puisse justifier, qui puisse se présenter comme légitime au regard de la raison. Après tout, on peut vivre sans se soucier de rendre compte de la façon dont on vit selon la norme de la raison. On peut tout à fait opter pour des façons de vivre que d'autres jugeront déraisonnables. Mais ce qui est remarquable, ce qui doit être noté, c'est que les humains, même lorsqu'ils adoptent les conduites, ou même lorsqu'ils tiennent des discours, ou lorsqu'ils adhèrent aux idées les plus fantastiques, les plus éloignées de toute forme de raison, se dispensent très rarement de satisfaire l'obligation de rendre raison précisément. C'est-à-dire que les comportements les plus éloignés de la raison, par exemple les plus violents, les plus barbares, les plus brutaux, ceux qui paraissent constituer une espèce d'insulte lancée à la figure de toute raison, aussi bien la raison rationnelle que la raison raisonnable, puisque les deux mots n'ont pas tout à fait quand même la même signification, eh bien, de tels comportements viennent rarement sans être accompagnés de leur justification. La pire des conduites se croit rarement dispensée d'aller chercher des raisons et de les trouver. Au fond, très rares sont les comportements qui se présentent comme assumant le rejet de la raison, comme l'assumant sereinement, l'assumant sans complexe, l'assumant de façon, si vous voulez, on pourrait dire cynique. Mais, presque toujours, celui qui agit d'une façon qui nous paraît déraisonnable ou irrationnelle, va présenter les raisons qu'il a d'agir de cette façon-là. Mais même celui qui revendique le refus de la raison, qui revendique le rejet de la raison, et le plus souvent, est en mesure de présenter des justifications pour ce refus. Par exemple, il va dire, oui, la raison, je comprends, c'est très bien dans son domaine, c'est vrai pour la science, c'est bien pour celui qui veut calculer, mais écoutez, quand même, il y a le sentiment, il y a les affects, il y a l'émotion, il y a l'intuition. Alors celui-là, tant qu'il ne vous dit que ceci, la raison, je n'en veux pas, je préfère l'intuition. À la limite, bon, c'est son choix, c'est sa préférence. Cette préférence, il peut bien éventuellement la présenter comme ne méritant pas ou n'exigeant pas d'être discutée. Mais attention, pour peu qu'il mette le doigt dans l'engrenage qui consisterait à tenter de plaider la cause du sentiment, de l'affect, de l'intuition contre celle de la raison, là il est fichu. Pourquoi ? Parce qu'il argumente, parce qu'il raisonne, parce qu'il établit peut-être par exemple l'équivalence ou la supériorité du sentiment et des affects sur la raison par une voie qui est la voie même de la raison. Ce qui fait dire à Rousseau que quiconque veut récuser la raison doit le faire sans se servir d'elle. Si vous voulez, vous pouvez refuser la raison. Vous pouvez très bien, par exemple, vous présenter à l'autre uniquement armé de votre comportement violent et vous satisfaire de la victoire que vous procure la violence dont vous faites usage, parce qu'évidemment, contre une violence plus forte que celle que vous êtes capable d'exercer, vos raisons ne pourront jamais rien. Pascal le dira, et j'y reviendrai d'ailleurs, parce que ça c'est quelque chose qui est très important. Pascal le dira, des démonstrations ne valent rien contre une armée, ne peuvent rien contre une armée. Une armée d'ailleurs ne peut rien non plus, dit Pascal, contre une démonstration. Mais, voyez par exemple, prenez l'idéologie qui se présente comme la plus ouvertement, la plus, je dirais, la plus délibérément opposée à l'exigence rationnelle et à la valeur de la raison. Prenez par exemple le nazisme. Eh bien, si vous ouvrez Mein Kampf, Hitler vous dit
il vous dit, mais non, la raison, ça c'est un truc juif en particulier. C'est un truc juif. C'est pas seulement un truc juif d'ailleurs, mais c'est dans une large mesure quelque chose qui doit beaucoup à l'héritage juif. Et il ne faut pas vivre selon cette norme. Regardez par exemple autour de vous, regardez la nature. La nature, que faire de la raison? Elle ne connaît que les rapports de force. Et donc, voyez bien, vous vivez dans un monde dans lequel vous ne pouvez défendre la prééminence de la raison qu'à condition de vous en abstraire complètement, de faire comme si le reste n'existait pas. Et Hitler vous dit, la nature, mais aussi les relations entre les peuples, ont toujours été réglées par la force, et triomphe, on gain de cause les plus forts, la raison là-dedans ne pèse pas. Mais ça, ce sont déjà des arguments, ça, ce sont déjà des raisons. Et donc, d'une certaine manière, dire que la droite manière de vivre, c'est une manière dont il est possible de rendre raison, et déjà, si vous voulez, je ne dirais pas un pléonasme, mais c'est déjà presque une vérité qu'il est très difficile à un esprit humain de ne pas admettre. Alors, la manière, on peut traduire, la manière de régler correctement sa vie, la droite manière de vivre. Voilà ce que Spinoza veut enseigner. Cette définition de l'objet de l'éthique, c'est une définition purement nominale. Ce que j'entends par définition nominale, c'est une définition qui ne vous donne que la signification de l'expression droite manière de vivre ou manière de régler correctement sa vie. Ça n'est rien de plus, pour l'instant c'est vide. Il va appartenir à l'appendice de cette quatrième partie de remplir ce vide, de remplir ce programme, de lui donner un contenu. En vérité, le contenu, il a déjà été produit dans toutes les propositions précédentes de la quatrième partie. Il s'agit maintenant de résumer les résultats de cela. Pour l'instant donc, je n'entre pas dans ce qui va faire le contenu de cette droite manière de vivre. Ça, on le fera plus tard. Mais cela veut dire, c'est exactement ce que cela veut dire. Et c'est à cela, à cette exigence de rendre raison, de rendre compte, de justification, c'est à cette exigence qu'est ordonnée, on va le voir, la méthode qu'utilise Spinoza pour parvenir aux vérités qu'il veut nous enseigner, à savoir la méthode démonstrative des mathématiques. Alors, voilà donc, très brièvement, mais encore une fois, je n'ai fait que tracer un programme, voilà donc pour le quoi. Alors maintenant, pour qui? Quels sont les destinataires de cet enseignement? À qui Spinoza s'adresse-t-il? Alors ici, la réponse est claire, et en même temps, elle est assez problématique. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à tous. Il s'adresse à tous. Aucune exclusive n'est jetée, aucun privilège n'est accordé, par principe et a priori, à aucun humain dans la capacité à suivre le chemin sur lequel Spinoza prétendra, à la toute fin de l'éthique, nous conduire comme par la main. La sagesse, la liberté, le bonheur, le salut, la béatitude, c'est possible pour tous. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit d'une certaine façon. On a d'une certaine façon répété, par exemple, l'enseignement cartésien, première phrase du discours de la méthode, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Bon sens, pour Descartes, ça veut dire raison. Quand Descartes écrit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, au tout début du discours de la méthode, c'est la première phrase, c'est bien de la raison qu'il s'agit. Le bon sens ou raison, dit plusieurs fois Descartes. Ce n'est pas le bon sens du café du commerce, du type qui vous dit le petit blanc en pogne le matin, ah ouais, moi, les raisonnements là compliqués, les trucs emberlificotés des intellectuels ou des, je sais pas, moi, j'écoute mon bon sens, et le bon sens me dit que voilà, quand un type a fait ça, ben, il faut lui faire ça. Le bon sens me dit que quand on est devant une situation pareille dans notre pays, eh ben, il faudrait immédiatement réagir. C'est pas ça le bon sens de Descartes, la bona mens, c'est-à-dire le bon esprit. Ce n'est pas le gros bon sens
populaire, on a envie de dire même populiste, de celui qui professe une espèce d'anti-intellectualisme grossier. Non, c'est la raison, le bon sens, ou raison. Bon, si vous lisez la suite de la phrase, de cette première phrase du discours de la méthode, évidemment, elle donne à penser, et elle fait même un peu sourire, puisque Descartes continue en se disant « Le bon sens est la chose du monde mieux partagée, et chacun... Ceux-là même qui sont si difficiles Pardon à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en demander puisqu'ils n'en ont. Merci. Mais quel est le verbe chacun ceux-là même, voilà. Pardon, excuse-moi, c'est ça. Merci beaucoup. Le bon sens est la chose du monde à mieux partager, et ceux-là même qui sont les plus difficiles à contenter en toute chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Bon, c'est une formule un peu quand même redoutable, vous comprenez pourquoi. Alors, le bon sens ou raison, s'il s'agissait simplement de dire bon, ben, faisons fonctionner notre raison, en effet, c'est pour tous. Tout le monde peut accéder, puisque tous les êtres sont également, je dirais, doués de raison, capables de raison. Capable est meilleur parce que doué, ça pourrait être entendu comme sont, dès le départ de la naissance, si vous voulez, pourvus, équipés, dotés d'une faculté qu'ils auraient reçue comme ça. C'est moins simple. La raison, chez Spinoza, ce n'est pas quelque chose que vous recevez comme ça à la naissance, qui vous est donné et que vous allez pouvoir plus ou moins bien exploiter ensuite. C'est autre chose, et ça, on verra ce que c'est que la raison telle que Spinoza l'entend. Mais quand on dit tout le monde peut accéder à la sagesse, et donc l'éthique est écrite pour tout le monde, ça pose d'abord cette question, mais en vertu de quelle possibilité supposément égale en tous, en vertu de quelle capacité, de quelle possibilité, de quelle potentialité réputée égale en tous les hommes, et appartiendrait-il à, je dirais, à l'espérance de n'importe qui d'accéder à la sagesse. Et en effet, c'est moins simple que cela, parce que ce que Spinoza va nous dire aussi, c'est que accéder à la sagesse, accéder au salut, c'est aussi quelque chose de très difficile, et que par conséquent, de fait, tous n'y parviendront pas. La question est d'ailleurs de savoir qui peut y parvenir, si même quelqu'un y est parvenu, puisque je l'avais dit, je crois que je l'avais déjà dit, on s'est demandé. Ferdinand Alquier, par exemple, dans le commentaire qu'il fait de Spinoza, Ferdinand Alquier se demande, mais Spinoza lui-même a-t-il connu l'état de béatitude auquel il prétend nous conduire en écrivant l'éthique? Est-il parvenu jusque-là, lui? Ce qui serait quand même bien le moins pour quelqu'un qui élève la prétention de nous y conduire. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une autre raison d'être un peu soupçonneux à propos de cette possibilité pour tous les humains d'accéder à la sagesse. Parce qu'on pourrait quand même demander à Spinoza, lui poser la question, mais vous nous dites que tout le monde peut. Et pour actualiser, pour réaliser, pour accomplir cette potentialité, vous nous servez un bouquin tel que à peu près la quasi-totalité des humains qui vont l'ouvrir vont avoir la réaction consistant à dire « Mais qu'est-ce que je peux faire de ça ?» Parce qu'il est évident que ce livre a toutes les apparences de ce qu'il est le plus difficile, le plus ardu, qu'on puisse éventuellement essayer par où on puisse essayer de passer. On a envie de dire à Spinoza, est-ce que tu n'avais rien d'autre pour nous conduire à la béatitude que ce chemin hérissé d'embûches, de choses-trappes, de ronces, autant d'équivalents, de difficultés que présentent les propositions de l'éthique, et surtout les toutes premières définitions, les tout premiers axiomes, qui sont aussi, je dirais, aussi rébarbatifs que possible. Et quand je dis rébarbatif, je dis rébarbatif au sens de l'espoir d'y comprendre quelque chose. Quiconque ouvre l'éthique et lit les premières phrases
est presque nécessairement condamné à désespérer de comprendre quoi que ce soit à ce bouquin. Je ne sais pas si certains ont commencé par le commencement, par la première partie, par les définitions, mais j'aurais envie de demander, mais bon, ça, après tout, c'est vous que ça regarde, c'est pas moi, mais combien ont commencé, combien ont persévéré, jusqu'où, qui a continué allègrement, comme ça, première, deuxième partie, troisième partie. Rien dans ce que découvre le lecteur de l'éthique quand il commence à lire le livre, rien n'est de nature à lui faire entrevoir la béatitude promise au terme du parcours. Rien, rien. On est très très loin de, disons, de voir la moindre lueur d'espoir. On ne voit pas le bout du tunnel, on voit le tunnel. Et on voit l'obscurité du tunnel, mais on a du mal à se convaincre qu'en passant par là, alors même s'il y a des témoignages, il y a des témoignages. En effet, certains racontent leur voyage dans l'éthique comme le récit d'une illumination, d'une révélation absolue. Attention, d'une révélation, il faut bien entendre ce dont il s'agit. Parce qu'ici aussi, ça concerne la question de savoir à qui est destiné le livre. Quelqu'un qui lit l'éthique peut, à la rigueur, en revenir du voyage, en vous disant « j'ai eu une révélation », mais en tout cas, il ne peut pas s'agir d'une révélation au sens religieux, puisque lorsque Spinoza écrit l'éthique, et s'il l'écrit sous la forme mathématique, c'est pour cette raison qu'il l'écrit pour que nous la comprenions. Il ne l'écrit pas pour que nous nous sentions saisis par une espèce d'illumination surnaturelle face à un contenu qui nous serait révélé, qui nous tomberait d'en haut. Là, il est certain, et j'y reviendrai d'ailleurs plusieurs fois, que les promesses de Spinoza, béatitude, salut, sont des promesses apparentées de très près aux promesses des religions révélées, et en particulier de la religion chrétienne. Ce sont des promesses qui évidemment ressemblent beaucoup, à s'y méprendre, par les termes au moins, aux promesses des religions révélées. Mais au moins quelque chose les en différencie complètement, c'est que, précisément, la lecture de l'éthique ne demande absolument pas de se placer devant un livre qui contiendrait une révélation qui descendrait de la vérité avec un grand V, comme c'est le cas pour les textes des religions révélées, et de se placer dans la disposition à recevoir cette révélation sur le mode qui est exigé des religions révélées, à savoir le mode de la foi. Les religions révélées se présentent, comme leur nom l'indique, munies d'une révélation, quelque chose, alors révélation, cela veut dire qu'un voile est levé, un voile tombe, à travers lequel nous était caché quelque chose qui maintenant va nous être montré, à savoir un message, à savoir quelque chose qui vient alors d'en haut. Et ici, il ne s'agit pas du tout de cela quand on lit l'éthique. Il n'y a rien à attendre en matière de révélation en ce sens-là. Il n'y a qu'à comprendre. Les vérités de l'éthique ne doivent pas faire l'objet d'une adhésion qui aurait quoi que ce soit à voir avec ce qu'on appelle foi dans les religions révélées, mais qui doivent avoir tout à voir avec la compréhension qu'on donne, qu'on consent à une proposition qui a été établie par démonstration, comme en mathématiques. Le problème, c'est que, en effet, les démonstrations qui sont proposées ici sont, avant même qu'elles ne soient fournies, fondées sur des bases à ce point abstraites, austères, ardues, d'apparence incompréhensible, qu'il y a tout ce qu'il faut pour être découragé. Bergson dit, pour celui qui s'y aventure et qui fait ses premiers pas, ou même qui s'en approche, ce que j'entends par s'approcher de l'éthique, c'est commencer à survoler les premières propositions et à s'apercevoir qu'avant même d'essayer d'entrer là-dedans pour comprendre, on a toutes les chances de ne jamais rien y comprendre. Bergson dit, l'éthique, ça ressemble à un cuirassé. Un cuirassé armé de ses canons, de ses mitrailleuses. Bon, c'est pas un truc dont vous avez envie de vous approcher. Moi, j'aurais plutôt, d'ailleurs, choisi l'image, mais ça, bon, Bergson ne l'a pas choisi, peut-être parce que c'était encore un petit peu tôt pour lui, historiquement. Moi, j'aurais choisi l'image du char d'assaut, parce que un char de combat,
enfin, moi, au service militaire, j'ai vu évoluer ça de près, mais un truc qui tourne comme ça autour de vous à quelques mètres, on n'a pas envie de s'approcher du tout. Déjà immobile, c'est assez impressionnant, mais alors en plus quand ça bouge, et bah, c'est un peu de ça qu'on a, à ça qu'on a l'impression d'avoir affaire quand on lit l'éthique de Spinoza, quelque chose qui est d'ailleurs d'abord protégé par un blindage de difficulté d'une épaisseur qu'on espère assez peu être capable de transpercer, et ensuite qui avance justement comme un char, c'est-à-dire avec évidemment une constance, une insistance, une persévérance, une puissance qui fait plus que intimider. Alors, si c'est pour tous, mais pourquoi nous avoir, pour nous conduire à cette sagesse, pourquoi nous embarquer dans un véhicule de ce genre? Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a à répondre à ça? Il n'y a rien d'autre à répondre que ceci. Rien. Je ne vois rien d'autre à répondre que ceci. C'est difficile, c'est austère, c'est ardu, c'est rébarbatif. Il faut essayer de comprendre. Ça veut dire il faut lire et essayer de comprendre. Alors, on peut y être aidé, et je pense en effet qu'il est très préférable d'être aidé dans la lecture pas à pas depuis le début, si l'on admet la possibilité éventuellement d'aller loin et jusqu'à la fin, il est préférable d'être accompagné. Ça, je ne le ferai pas. Je n'ai pas ici établi comme programme de suivre l'éthique du premier au dernier mot. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais il faudrait bien sûr y passer plusieurs années. Ça ne fait aucun doute. Il serait impossible, impensable de procéder de cette façon. Ça veut dire qu'en un sens, ici, nous ne lirons pas l'éthique. Nous ne lirons pas l'éthique, et même, je vais expliquer rapidement pourquoi. Au fond, nous sommes peut-être condamnés à passer à côté de l'essentiel. L'essentiel n'étant pas tel ou tel contenu, telle ou telle proposition, tel ou tel passage important qu'on va laisser de côté pudiquement ou par paresse de comprendre quelque chose de trop difficile. L'essentiel voulant dire que l'essentiel dans la lecture de l'éthique, c'est peut-être justement l'effort consenti pour suivre le cheminement démonstratif pas à pas. Donc, évidemment, là nous sommes devant une espèce de paradoxe, une œuvre qui prétendument s'adresse à tous et qui dresse devant nous un obstacle aussi considérable. Notez bien d'ailleurs qu'il existe des livres qui suivent le texte de l'éthique pas à pas. Bon, alors j'ai fait figurer des titres sur le blog, dans le document intitulé Pour entrer dans Spinoza. Le livre d'Alquier qui s'intitule Leçons sur Spinoza n'est pas du tout un commentaire suivi de l'éthique, ce n'est pas du tout un commentaire suivi mot à mot depuis le début jusqu'à la fin, mais enfin, c'est vrai que le livre d'Alquier suit quand même, en gros, plus ou moins le parcours de l'éthique, et surtout a le mérite de passer par les concepts fondamentaux, et aussi, comme ça je l'avais dit, je crois, de s'arrêter à chacune des difficultés majeures que présentent ces concepts. Alquier, c'est celui qui commente avec une honnêteté totale le texte de l'éthique tel qu'il le comprend, pour nous expliquer pourquoi, à chaque étape, il ne comprend pas ce qu'il ne comprend pas. Et personne n'a mieux réussi à expliquer Spinoza et à le faire comprendre en nous faisant comprendre pourquoi, à tel endroit, eh bien, lui ne comprend pas. Alors, vous avez ça, mais ça, ce n'est pas un commentaire suivi d'éthique. Vous en avez un autre. Alors ça, c'est un commentaire suivi d'éthique, du premier au dernier mot. C'est le livre de Pierre Macheret, qui s'appelle Introduction à l'éthique de Spinoza. Bon, Introduction à l'éthique de Spinoza, c'est un livre qui suit l'éthique de la première définition jusqu'au scoli de la dernière proposition. Bon, c'est une explication linéaire de tout le texte de l'éthique. Bon, c'est un livre en 5 volumes, un par partie de l'éthique. Il y en a un par partie de l'éthique. Chaque volume fait entre, je sais pas, 250 et 400 pages. Toutes les propositions, toutes les démonstrations, tous les scolies, tous les appendices, tous les corollaires, tout est expliqué. C'est une explication qui d'ailleurs, c'est une explication qui ne, qui ne suppose pas un recours extrêmement abondant, extrêmement substantiel à l'histoire de la philosophie.
C'est-à-dire que Bacheret n'a pas besoin, pour expliquer les propositions de l'éthique, de passer par tout ce que les philosophes vont lui dire sur le sujet dont parle la proposition en question. Non, il essaie de comprendre le développement interne, logique, de l'enchaînement des démonstrations dans le livre de Spinoza. Évidemment, Introduction à l'éthique de Spinoza, un livre qui doit faire peut-être, je ne sais pas, entre 1200 et 1500 pages, pour un livre qui en fait à peine, enfin l'éthique c'est pas bien gros, quelques dizaines, c'est un peu paradoxal, mais c'est une explication. Vous avez aussi, alors là, on ne dispose des commentaires que des deux premières parties, vous avez le livre magistral, alors là en tous les sens du terme, de Martial Gueroult. Lui n'a commenté que les deux premières parties de l'éthique. Martial Gueroult commente les deux premières parties de l'éthique avec une minutie, avec une précision, avec une exigence d'intelligibilité qui va encore au-delà de ce que s'impose Pierre Macheret. Bon, c'est un ouvrage magistral. Martial Gueroult a fait le même travail pour Descartes, il a fait le même travail pour Malebranche et quelques autres philosophes, mais ce qu'il a fait sur Descartes et sur Spinoza est peut-être le plus, on va dire, le plus exigeant. Bon, là, vous n'avez que 2 volumes, mais je crois bien que le premier doit faire environ 500 pages et le deuxième 600 ou 700, je ne sais pas. Mais vous avez un commentaire intégral des 2 premières... enfin, une explication, plus exactement une explication, oui, c'est un commentaire aussi, des 2 premières parties de l'éthique. Bon, c'est, j'allais dire, quand on veut travailler sérieusement sur Spinoza, c'est un livre qui est presque indispensable, mais en même temps, il faut bien le dire, c'est un livre que, enfin, on imagine mal un spinoziste qui prétendrait être assez loin engagé dans la quête de la sagesse spinoziste, dire « Oh ben oui, vous voulez accéder à ce niveau de perfection que Spinoza vous présente comme possible, bah, lisez l'éthique et parallèlement, bah, lisez Bacheret et Gueroult. Bon, qu'est-ce que ça signifierait? Voilà, bon, mon ancien professeur Bernard Poutras, qui a traduit l'éthique pour la collection Point au Seuil, il avait organisé à l'école normale un séminaire de lecture de l'éthique. Je ne sais pas, enfin je sais que ça a duré plus d'une quinzaine d'années, je ne sais pas avec ses étudiants en 15 ans jusqu'où il est allé, je ne sais même pas. Est-ce que tu sais s'il a fini ou non? Non, je crois plus ce qu'il traitait quand moi j'y suis allé. Pardon? Je me souviens plus où il en était quand j'y suis allé. Mais ah oui. Oui, tu sais plus où à quelle partie il en était. Ouais, ouais, ouais. Et bon, mais j'ai de bonnes raisons de penser que le travail n'a pas été achevé. Donc voilà, ça, nous ne le ferons pas. Évidemment, il m'arrivera d'évoquer le contenu de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, et même, j'espère, un peu de la 5e partie, mais certainement pas pour suivre le mouvement linéaire, progressif des démonstrations de l'éthique. Le fait que tout cela ait toutes les apparences d'être aussi décourageant que possible, alors que le but, alors que l'objectif, alors que l'idéal qui nous est proposé est le plus stimulant, le plus exaltant et au fond le plus nécessaire possible, évidemment, tout cela crée une difficulté à laquelle on ne peut guère répondre que ceci. Je lis la dernière phrase de l'éthique, c'est le scoli de la proposition 42 de la 5e partie. L'éthique s'achève sur ces mots. Si maintenant la voie dont j'ai montré qu'elle conduit à ce but qui est atteint, nous sommes à la fin de la 5e partie, le but, ça y est, il est acquis. Si maintenant la voie dont j'ai montré qu'elle conduit à ce but paraît très escarpée, du moins peut-on la découvrir. Et certes, il faut bien que soit difficile ce à quoi l'on parvient si rarement. Car comment pourrait-il se faire si le salut était à portée de main et pouvait s'atteindre sans un grand labeur que presque tous le négligent? Mais tout ce qui est précieux est difficile autant que rare. Voilà. Tout ce qui est précieux est difficile autant que rare. Et bien voilà, le salut c'est précieux. Si vraiment les mots ont un sens, le salut, la béatitude, la liberté, c'est certainement quelque chose de très précieux. Et personne ne crachera sur cela, et encore moins ne cracherait dessus si on les lui offrait comme ça, comme sur un plateau. Ben non, ce n'est pas offert comme sur un plateau.
il faut du travail, il faut le travail de l'ensemble de ce livre, et le plus décourageant peut-être est l'impossibilité d'affirmer que qui que ce soit, aussi intense soit le travail qu'il a fourni, aussi longue soit la tâche qu'il a consentie pour le faire, la certitude n'existe pas que cet idéal ait été atteint. Alors, au fond, ce que nous dit Spinoza, c'est pas parce que quelque chose est de nature à présenter un intérêt pour tout le monde que tout le monde peut forcément, aisément, facilement y parvenir. Peut-être même, verrons-nous qu'il faudrait se résoudre à admettre qu'il y en a beaucoup, et peut-être la totalité d'entre nous, qui ne parviendront pas là. Vous savez, c'est un vieux problème de théologie qu'on trouvait dans les religions révélées. Le salut, pour qui? Dans les écoles de théologie chrétienne, par exemple, l'éventail va exactement du plus extrême de l'extrême au plus extrême de l'autre extrême. Il y a des théologiens pour dire aucun humain ne sera sauvé. Aucun. Ils sont tous trop pécheurs pour que Dieu les accueille en paradis. Et vous avez des théologiens qui vous disent mais Dieu est amour et infini, et par conséquent, nous serons tous sauvés. Toutes les variantes existent, et toutes ces variantes ont été, et tous les intermédiaires ont été, ah ben oui, il y en a certains qui seront sauvés, mais pas d'autres, selon tel critère. Tout ça a été argumenté, justifié, etc. Et là, nous verrons quelle réponse Spinoza peut apporter à cette question. Alors, bon, comme on était à un quart d'heure à la fin, je fais une petite pause. S'il y avait éventuellement des questions, on peut s'arrêter pour les examiner. Sinon, je vais commencer à entrer dans le deuxième point mais n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, je vous mets la main, vous dites oui, si, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce point-là. N'hésitez pas. Sinon, le deuxième point que je vais aborder, c'est justement cette histoire de la forme mathématique de l'éthique. La forme mathématique. Parce qu'en fait, évidemment, c'est tout à fait lié, je l'ai d'ailleurs déjà suggéré, c'est tout à fait lié à ce que je viens de dire. La forme mathématique, elle, d'une part, elle explique, dans une large mesure, la difficulté que nous oppose le texte de l'éthique, en même temps qu'elle est la conséquence impliquée, exigée même par la valeur de l'objectif qu'il s'est donné. Nous faire parvenir à une connaissance de la droite manière de vivre afin de nous procurer liberté, bonheur, béatitude, salut. Je vais faire une parenthèse, tiens d'ailleurs maintenant. Là, je fais une petite parenthèse qui m'a été suggérée par une remarque qui m'a été faite et qui a tout à fait sa justification. Elle est tellement justifiée, je vais vous dire, que je ne suis pas sans avoir un peu aperçu l'objection qu'on pouvait faire au fait que j'ai inscrit dans le prospectus de publicité, le petit rectangle blanc là qui annonce les cours et qui était sur Internet, j'ai annoncé quelque chose qui... il se trouve que dans la proposition que j'ai faite figure l'expression développement personnel. Je ne sais pas si certains l'ont remarqué. J'ai écrit, voilà, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Tu as le texte sous les yeux? Ce texte, véritable manuel de développement personnel. Voilà, merci. J'ai écrit, alors l'éthique, véritable manuel de développement personnel. C'est à la mode, ça. Pardon? C'est à la mode, le développement Et oui, personnel. alors, c'est gonflé, évidemment. C'est gonflé de présenter l'éthique comme ça. Je ne sais plus d'ailleurs où, mais très récemment, je suis encore tombé sur un texte d'un collègue philosophe qui, justement, prenait bien soin de montrer l'abîme qui sépare l'idéal philosophique de béatitude et de sagesse de ce qui traîne dans les librairies sous le nom de développement personnel. Alors, bien sûr, cette critique, elle me paraît tout à fait acceptable. Moi-même, je me la suis faite. Je me suis dit, est-ce que tu le mets quand même, ce truc-là? Parce que ça fait un peu... Bon... ça fait un peu racoleur, un peu... bon... vous savez, c'est comme ces images que vous voyez apparaître sur l'écran, sur lesquelles vous avez tout de suite envie de cliquer. Bon, parce que vous dites, derrière, il y a des trucs... Bon. Alors,
c'est vrai qu'il est tout à fait abusif d'apparenter la philosophie spinoziste à un manuel de développement personnel, si l'on s'en tient, en effet, à ce que signifie concrètement, aujourd'hui, réellement, dans l'univers, dans notre univers idéologique, dans l'univers en particulier des publications, aussi bien des périodiques que des livres, de ce qui s'appelle développement personnel. En effet, concrètement, ce qui s'appelle développement personnel, tel que le spectacle nous en est donné maintenant depuis, ça date de quand? Ça date de quelques décennies. Ça a peut-être quoi? Ça a peut-être 30 ans, le développement personnel, 40 ans. Dans les librairies, depuis quand y a-t-il un rayon développement personnel? Je dirais depuis peut-être, oui, 25, au moins 25 ans, je pense. 30 facile et peut-être plus, 40 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Enfin, quand j'étais étudiant, ça n'existait pas. Voilà, il n'y avait pas de développement personnel. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de développement personnel, je pense. Hein. Ça n'existait pas dans les librairies. Maintenant, ça existe. Maintenant, il y a des coachs. Maintenant, ça fait l'objet de tout ce que vous savez. Je ne vais pas vous rentrer ça en détail. Alors, de ce point de vue-là, en effet, on est très loin. On est très loin. D'ailleurs, c'est pas demain que vous tomberez sur un coach de développement personnel qui va vous mettre devant quelque chose qui pourrait ressembler de près ou de loin à l'éthique. Parce que, quand même, en général, derrière, et c'est ça aussi qui fait problème, et c'est ça qui peut être reproché à celui qui fait ce rapprochement entre Spinoza et le développement personnel, c'est que derrière le développement personnel, il y a d'abord le souci de faire du pognon. Bon, et que, évidemment, c'est une source de fric, et qu'on ne ferait pas beaucoup de fric en disant aux gens, voilà, je vous remets gratuitement ce bouquin, vous le lisez, quand vous en aurez lu un petit peu, vous venez chez moi, et pour tant de l'heure, je vous apprendrai. Je ne viendrai pas, évidemment. Bon. En même temps, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait objecter à, disons, à l'idée de définir le projet spinoziste comme un projet de développement personnel. Parce que c'est ça. Alors, parce que c'est ça, au sens où il s'agit en effet du sort de votre personne. Il s'agit du sort de notre personne et de son développement. Le terme est tout à fait approprié. Il s'agit en effet de se développer ou de développer ce qui en soi peut être porteur de, si on veut être modeste, de satisfaction dans la vie, à condition de prendre satisfaction en un sens un peu exigeant, porteur d'épanouissement, porteur d'accomplissement, porteur de ce qu'on appelle réalisation de soi. Spinoza ne vous promet rien d'autre et ne veut rien d'autre que notre accomplissement, notre épanouissement, notre réalisation de nous-mêmes. Et il faut aller jusqu'à assumer l'adjectif personnel, parce qu'évidemment on a envie de dire, mais quand même personnel, ça fait très individualiste, c'est très en phase aujourd'hui avec justement cet individualisme, pour ne pas dire peut-être cet égoïsme dominant, alors que chez Spinoza, il y a par exemple, ça vous l'avez remarqué si vous avez lu l'appendice de la 4e partie, il y a aussi une exigence au niveau de l'accomplissement, de l'épanouissement collectif. Voilà. Il y a une attention particulière faite à la dimension politique, par exemple. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, et ça en choquera peut-être certains, s'ils n'ont pas encore bien compris comment s'articule chez Spinoza justement l'accomplissement personnel et l'accomplissement du bien de la cité. Eh bien, chez Spinoza, l'accomplissement du bien de la cité est, en dernière instance, subordonné à l'impératif pour chacun de son développement propre. Et je n'aurais pas à m'occuper, tout en étant fidèle au spinozisme, je serais parfaitement fidèle au spinozisme en refusant de m'occuper du bien, du salut commun, des besoins ou du devenir de la cité, si ces besoins, ce devenir et ce salut n'étaient pas directement ordonnés à mon intérêt propre, à moi. C'est ça Spinoza. Hein, il faut quand même, ça il faut le comprendre. Parce que là-dessus, il n'y aura pas à transiger. Il n'y aura pas à transiger. C'est pour moi qu'il faut que la cité s'accomplisse. C'est pas pour la cité. La cité en elle-même, je n'ai pas, moi, à me préoccuper de son intérêt. Je n'ai, en tant que spinoziste, à me préoccuper de son intérêt qu'en tant que, comme membre de la cité, j'y ai, moi, intérêt pour mon accomplissement à moi. Évidemment, ça signifie, ça en est une conséquence, on le verra,
que si je veux vraiment que ma participation à la cité travaille à mon accomplissement à moi, je dois très souvent passer par-dessus mes intérêts à moi, mon profit à moi, mon bonheur à moi, mon bien-être, etc. C'est certain, ça c'est certain. Il reste que, en dernière instance, la justification ultime chez Spinoza, là j'anticipe un peu sur des conclusions qui viendront plus tard, mais d'ailleurs c'est lisible très bien dans le texte de l'appendice, l'accomplissement de la cité n'est justifié, n'est exigible qu'au titre de mon accomplissement personnel, de ma réalisation personnelle. Et on a presque envie de dire, si vous voulez, égoïste. Pas égoïste au sens où maintenant je vais pouvoir, une fois que j'aurai fermé l'éthique, ne plus m'intéresser, ne plus me consacrer qu'à mon petit bien-être personnel, à mes petits intérêts personnels, à mes petites joies, à mes petits plaisirs. Non, certainement pas. Mais il reste que tout ce que je sacrifierai à la cité, tout ce que je sacrifierai de mon intérêt au tout, eh bien, ce ne sera jamais que pour moi que je le sacrifierai. Jamais. Ça peut paraître un peu rude. Il n'y a pas, si vous voulez, de dimension fondamentalement altruiste dans le fondement des valeurs, le fondement des bonnes pratiques, de la droite manière de vivre dans la philosophie de Spinoza. Il y aura un débouché sur des comportements et des conduites altruistes. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il faudra être très altruiste, et beaucoup plus que nous le sommes tous, dans l'immense majorité des cas, si nous voulons vraiment être fidèles à l'esprit de la sagesse spinoziste. Mais il faudra l'être pour nous accomplir personnellement. Et ça, c'est vrai, non seulement, par exemple, de l'amour que nous pouvons porter à la cité, mais cela est vrai, et là, je vais encore aggraver le cas de Spinoza, peut-être auprès de certains, cela est vrai de tous nos amours. Bon, l'idée de quelque chose qui s'épancherait immédiatement, naturellement, spontanément, et de façon nécessaire, en direction de l'intérêt de quelque chose qui n'est pas moi, c'est une idée étrangère à l'esprit de l'éthique spinoziste. Même si Spinoza est le dernier à récuser la nécessité que les relations humaines soient réglées par l'amour. C'est écrit noir sur blanc dans l'appendice à la 4e partie. Bon, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors voilà pour le développement personnel. Je reconnais que c'était un petit peu gonflé. Je reconnais que c'était un petit peu une provocation. Je ne m'étonne pas que des collègues, par exemple, aient réagi en disant quand même, tu charries un peu, de mettre Spinoza et le développement personnel dans le même sac. Mais en même temps, c'est quand même ça. Voilà, c'est quand même ça. C'est une philosophie du développement personnel. On a envie de dire, c'est une philosophie du développement personnel bien compris. Et sans doute, pour cela, une philosophie du développement personnel plus difficile que les marchandises qui nous sont servies sous cette appellation le plus souvent. Voilà. Bon. Alors, il me reste encore un petit peu de temps. La forme mathématique. Et il va s'agir de se demander ce que signifie le sous-titre de l'éthique, puisque éthique, c'est ethica, en latin ça s'écrit comme ça, ethica, alors, sous-titre, ordine geometrico demonstrata. Ethica geometrico demonstrata. Voilà, je vous propose une éthique. Alors nous verrons plus tard, un tout petit peu plus tard, pendant pas très longtemps, ce que signifie ce mot éthique, qu'on met un petit peu à toutes les sauces, mais ça j'y viendrai plus tard. Je vous propose une éthique selon l'ordre géométrique. Non seulement présentée selon l'ordre géométrique, mais beaucoup plus que cela. Pas seulement présentée, parce que l'ordre géométrique n'est pas du tout chez Spinoza un habillage. Ce n'est pas du tout un vêtement qu'on pose sur l'éthique pour lui donner les apparences, par exemple, de la rigueur ou de l'exigence scientifique. Rôle que les mathématiques, quelquefois, sont invitées à jouer. Bon, lorsqu'un savoir vous est présenté, lorsqu'une doctrine, une discipline vous est présentée sous une forme qui ressemble à des mathématiques, des calculs, des tableaux, des courbes, des équations, etc., il est toujours pertinent, il est toujours prudent de se demander qu'est-ce qu'on essaie de me vendre sous cet habillage. Ce n'est pas forcément de l'habillage. Quand vous ouvrez un livre de physique, c'est entièrement du langage mathématique aujourd'hui. La physique aujourd'hui, ce sont des mathématiques,
Et ça, vous pouvez être certain d'une chose, là-dessus, vous pouvez peut-être croire ceux qui vous le disent que sur parole, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas du tout un vêtement qui serait jeté sur la connaissance physique. Il est impossible aujourd'hui d'exposer la physique, et qui plus est de la faire progresser sans vivre et faire respirer la physique à l'intérieur même de l'ambiance, de l'atmosphère mathématique. La physique est mathématisée, elle est mathématisée en profondeur, ce qui ne veut pas dire que n'y soient à l'œuvre que des raisonnements de type mathématique, ça non. Mais enfin, son exposition est mathématisée, et ça, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas de l'esbouf. On a pu formuler certains doutes, on a pu élever certaines suspicions à l'endroit, par exemple, d'une discipline comme l'économie, qui est souvent présentée sous des formes très fortement mathématisées, derrière lesquelles on peut se demander s'il y a vraiment toute la rigueur, toute la nécessité intrinsèque qui est attachée aux mathématiques, sachant que les ouvrages d'économie ou les théories économiques les plus hautement, les plus, en apparence, les plus profondément mathématisées sont souvent des théories qui ne sont pas plus solides et quelquefois même plus fragiles que d'autres. Alors, je ne trancherai pas ces questions. C'est Kant qui dit il n'y a de science quelque part qu'autant qu'il y a de mathématiques. Et ça, évidemment, c'est une proposition audacieuse, mais elle a ceci de vrai concernant Spinoza, que l'éthique que nous présente Spinoza est une éthique à prétention scientifique. Ça, il faut bien l'avouer. Spinoza n'est pas mathématicien. Spinoza n'est pas mathématicien, comme l'ont été avant lui, par exemple, un Platon ou un Descartes. Platon était un mathématicien. Il a une œuvre mathématique qui n'est pas vraiment connue, parce qu'elle est perdue et qu'elle n'était peut-être pas très considérable, mais enfin, il était mathématicien, et il n'avait pas seulement écrit à l'entrée de son école à Athènes, à l'entrée de l'académie, l'école de Platon, il n'avait pas seulement écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, ce qui veut dire en fait mathématicien. Il n'avait pas seulement écrit ça, il était mathématicien. Descartes était mathématicien. Leibniz, à peu près en même temps que Spinoza, est mathématicien. Spinoza, lui, ne l'est pas. Ce n'est pas un mathématicien, on va dire, de métier. Mais c'est un fait que c'est de tous les philosophes celui qui est allé le plus loin dans la tentative de donner à sa philosophie non seulement une présentation, une forme mathématique, mais, on va dire, une structure mathématique qui soit une structure de pensée, et je le répète, pas seulement un vêtement extérieur. C'est lui qui est allé le plus loin, ça ne fait aucun doute. Alors, l'ambition de présenter une éthique démontrée selon un ordre géométrique, c'est-à-dire mathématique, parce que ça ne veut rien dire d'autre ici, hein. L'ambition de présenter une éthique démontrée de façon géométrique est une ambition qui peut paraître a priori démesurée, et donc, en raison de cette démesure, de cet excès, de ce que les Grecs appelaient cette hubris, nous avons peut-être affaire à ce que les Grecs appelaient hubris, c'est-à-dire démesure, excès, voilà, se lâcher au-delà de toutes les dimensions du raisonnable. Eh bien, on peut être tenté d'y voir, alors, peut-être une supercherie, une escroquerie ou une illusion complète de la part de Spinoza. Et dire, au fond, nous sommes devant, là, un symptôme, je dirais, classique de matholatrie, de mathématicolatrie, d'adoration des mathématiques, de fascination devant les mathématiques, parce qu'en effet, nous constatons que dans l'histoire de ce qui s'appelle philosophie, on suit la trace, on suit la lignée de ces penseurs, de ces philosophes qui ont songé, qui ont cherché, qui ont voulu et qui ont prétendu quelquefois être arrivés à un idéal de ce type. Alors, on ne va pas refaire cette histoire, pas du tout. Quelques précisions quand même. Lorsque Platon écrit au fronton de l'Académie que personne n'entre ici s'il n'est géomètre, l'Académie, c'est une institution dans laquelle Platon se donne pour but de former les chefs
qui devront gouverner la cité. Et la gouverner selon le juste et le bien. C'est pas Sciences Po, hein. C'est pas Sciences Po dans lequel on vous donne un certain nombre de connaissances, une certaine culture, un certain savoir et un certain savoir-faire, afin de, disons, que vous soyez dans la politique comme un poisson dans l'eau. C'est tout à fait autre chose, Platon. C'est l'idée que pour gouverner une cité, selon le juste et selon le bien, il faut savoir des choses et qu'il faut en particulier savoir ce que sont le juste et le bien. Et savoir ce que sont le juste et le bien, eh bien, cela requiert de longues études, de très longues études, un très long cursus qui passe par les mathématiques, qui ne passe pas seulement par les mathématiques, qui passe par la musique, qui passe par des exercices physiques, mais qui passe par les mathématiques. Pourquoi par les mathématiques? Pour cette raison que les mathématiques sont une école d'abstraction. Une école d'abstraction, et c'est ça la vertu des mathématiques pour Platon. Les mathématiques sont une discipline qui vous apprend à, disons, à entrer en connaissance d'objets qui ne se connaissent, qui ne sont accessibles que par la voie de la compréhension intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de prendre un peu un raccourci. Si vous ne gouvernerez pas bien la cité, si vous ne savez pas ce que c'est que la justice, voilà ce que dit Platon. Si vous ne savez pas ce que c'est que la justice, si vous ne savez pas ce que c'est que la piété, vous ne gouvernerez pas la cité comme il faut. Il faut donc que vous le sachiez. Mais il faut que vous sachiez que la justice et la piété ne sont pas de ces choses dont on peut se rendre familier par la voie que nous utilisons la plupart d'entre nous et la plupart du temps pour nous rendre familiers des réalités qui existent autour de nous, c'est-à-dire par les sens. La justice, la piété, je ne prends que ces deux valeurs-là, mais on pourrait en trouver d'autres, le courage par exemple, et que sais-je encore, et en auront besoin certainement les dirigeants de la cité. Ces choses-là, ça ne se voit pas, ça ne se touche pas. Et lorsqu'on demande, c'est ce que fait Socrate dans un dialogue de Platon, lorsque on demande par exemple à un prêtre qui est censé s'y connaître, lui il est supposé savoir de quoi il cause, ce que c'est que la piété, ce prêtre il vous dit ah ben, la piété c'est de faire ça, c'est de faire ce que je suis en train de faire. Là tiens justement je me rendais au temple et j'allais faire ça, tel sacrifice, telle prière, ben, c'est ça la piété. Il me demande de voir quelque chose, de voir quelqu'un faire quelque chose, il me dit c'est ça la piété, mais je comprends rien, je comprends rien. On demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que la beauté, et il vous répond c'est une belle jeune fille. Oui, d'accord, bon, c'est une belle jeune fille. Bon, mais il y a aussi des belles marmites, dit Socrate. Ah oui, c'est vrai, il y a des belles marmites. Alors, bon, mais qu'est-ce que comprend celui que ça pose un problème qu'il y ait des belles jeunes filles, des belles marmites et des beaux chevaux? Ben, il comprend que si beau veut dire quelque chose dans chacun de ces trois cas, et si pieux, piété veulent dire quelque chose dans le cas d'une prière, d'un sacrifice, d'un comportement quelconque, c'est que ce n'est pas par la vue, en regardant ce que quelqu'un fait, qu'on va y accéder. Il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il faut cerner la nature même de la piété, cette nature qui permet de distribuer ce terme sur des choses aussi différentes qu'une prière, un sacrifice ou le fait de, par exemple, faire brûler un cierge. Voilà. Parce qu'entre faire brûler un cierge, prier et tuer un animal pour faire couler son sang sur un autel, au fond, il n'y a rien de commun comme ça, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, ce qui est commun, c'est la piété. Et bien, qu'est-ce que c'est que ce commun? Ben, c'est la piété, il faut en chercher la nature. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est ce que les philosophes appellent son essence, mais une essence, vous ne la voyez pas, vous la comprenez. Ou si vous ne la comprenez pas, vous n'y avez pas accès. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut passer par les mathématiques. Parce que si, par exemple, je dessine ça, par exemple, hein, vous croyez que... Oh, il est pas mal. Vous croyez que vous allez voir un cercle, si je vous montre ça. Vous allez croire que vous allez... Non, vous ne voyez pas un cercle du tout. Vous ne voyez pas du tout un cercle, pas du tout. Parce qu'un cercle, c'est une ligne faite de points. Un point, ça n'a pas d'épaisseur. Cette ligne, elle a une épaisseur. En plus, il est évident que il n'est pas très régulier. Et la machine avec laquelle je tracerais ce cercle, ici, serait-elle aussi précise qu'on peut imaginer, vous ne verrez jamais un cercle. Mais le cercle, c'est un truc qu'il y a à comprendre. Il y a à comprendre. Un cercle, c'est un ensemble de points équidistants d'un même point appelé centre. Quand vous avez compris ça, vous avez compris que vous ne verrez jamais un cercle. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, un point n'a pas d'épaisseur, donc un cercle, vous ne le verrez jamais. Le cercle est un objet, l'objet mathématique cercle, vous verrez des ronds. Ah ouais, ça c'est un rond. Alors ça, des ronds, il y en a tant que vous voulez, partout. Vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez un rond. Bon, mais un rond, c'est pas un cercle.
Si vous voulez comprendre ce que c'est que le cercle, si vous voulez savoir ce que c'est que le cercle, il faut comprendre intellectuellement un ensemble de points équidistants d'un même point appelé centre. Voilà. Eh bien, si Platon veut que vous fassiez des mathématiques pour devenir des dirigeants de la cité, c'est qu'il sait que si vous n'êtes pas passé par là, vous ne saurez pas ce que c'est que comprendre, et comme la justice, ça ne se voit pas, comme la piété, ça ne se voit pas, comme le courage, ça ne se voit pas, comme la tolérance, ça ne se voit pas, eh bien, vous ne pourrez pas guider la cité dans la direction de la justice, de la piété ou de la tolérance. Vous ne pourrez pas, vous ne saurez pas ce que vous faites. Vous serez simplement ce que sont nos politiques, tous, voilà, ce que nous sommes nous. Non mais, nos politiques, attention, je n'incrimine pas les politiques, le personnel politique, c'est pas ça la question. Je n'incrimine pas des personnes. Bon, même si beaucoup sont incultes, mais c'est pas le problème. Même si beaucoup sont pas très doués pour l'abstraction, probablement, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que nous acceptons d'être gouvernés. Attention, je vais dire des choses un peu dures, mais Platon vous dirait, vous acceptez d'être gouverné par la masse, par le grand nombre, des gens qui ne savent rien de rien, et qu'il ne faut pas vous étonner si tout va de travers, puisque vous avez à la tête de ça des gens qui n'ont aucune connaissance des choses qui sont supposées régler le fonctionnement du tout. Une cité, ça doit être réglé selon le vrai. Enfin, aucun d'entre vous, aucun d'entre nous n'accepte le principe de l'idée que les décisions qui président au devenir de la cité soient des décisions prises sur la base de représentations fausses. Or, pourtant, c'est ce qui se passe tout le temps. Elles sont fausses, pas seulement sur les données concrètes de la situation, sur la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique ou sur l'état des forces en présence dans tel ou tel conflit. Non, elles sont fausses quant aux valeurs elles-mêmes. Personne ne sait ce que c'est que la justice, personne ne sait. Et ça gouverne, et ça. Voilà. Et c'est ça le problème de Platon. C'est pour ça qu'il dit il faut faire des mathématiques. Il faut faire des mathématiques parce que c'est par là que passe le salut de la cité. Alors, entre parenthèses, ce que ça veut dire, et ce que veut dire l'idée d'une éthique démontrée selon l'ordre géométrique, c'est qu'il n'y a aucune raison de renoncer à l'exigence la plus forte de vérité, exigence qui est portée justement par le modèle mathématique. Il n'y a aucune raison de renoncer à l'exigence la plus forte de vérité parce qu'on entre dans le domaine des choses morales ou sociales ou politiques. Parce qu'il y en a qui vont vous dire « Ah oui, la vérité c'est bien, mais bon, ouais, c'est bien dans les maths, c'est bien dans la physique, tout. Ouais, il en faut aussi un peu dans la vie quotidienne, pas quand même, parce que j'aime bien savoir si, par exemple, le champignon que je cueille, là, s'il est comestible ou vénéneux. Donc je veux savoir s'il est vrai qu'on peut le manger ou si c'est faux qu'on peut le manger. Mais enfin, aller demander que la vérité règle nos rapports sociaux, nos rapports politiques, ça quand même, d'abord c'est très dangereux parce que ça peut déboucher sur une espèce de dictature, de totalitarisme. Ah oui, c'est vrai, donc il faut que... Ben oui, c'est ça, d'ailleurs, l'État platonicien est parfaitement totalitaire. Parfaitement. D'abord, la vérité, ça ne se vote pas. Vous avez l'idée de voter sur la vérité, vous hein? Enfin, vous imaginez voter sur le théorème de Pythagore, voter, par exemple, sur la question de savoir quelle est la structure de l'atome de tel ou tel... On ne vote pas. Pourquoi voterait-on sur la vérité des propositions relatives à la morale, au social, à la politique, aux relations internationales? C'est ça que vous dit Platon. Attention, hein, quand on s'aventure dans Platon, il faut s'attendre à en trouver des vertes et des pas mûres, hein, parce que c'est ça. Et donc, c'est pas ça que vous dira Spinoza d'ailleurs. C'est pas ça que vous dira Spinoza, parce que s'il avait achevé le traité politique, qu'il est mort en écrivant, on le sait, que s'il avait achevé le traité politique, il l'aurait terminé par, disons, une promotion de la démocratie, ce qui est aussi anti-platonicien que possible. Donc Spinoza aurait certainement clos le traité politique sur... Malheureusement, il est mort en l'écrivant. Et il est mort en l'écrivant, donc le traité politique s'arrête sur un passage que j'ai toujours absolument interdit à mes élèves de lire. Donc je vous défends absolument d'aller regarder le traité politique. Il ne faut surtout pas lire les dernières pages du traité politique, celles que Spinoza est mort en écrivant. Ça, c'est catastrophique, c'est désastreux. Donc, si vous le faites, vous risquez de ne pas revenir ici la semaine prochaine. Et donc, ne le faites pas. Mais s'il l'avait achevé, ce traité politique, il aurait conclu à la nécessité d'organiser la cité de façon démocratique. Bon, ça veut dire que, partant, je dirais, d'une attitude de révérence à l'endroit des mathématiques, Spinoza ne va pas arriver au même résultat que Platon. Mais c'est ça que ça veut dire, les mathématiques, la fascination mathématique chez Platon, c'est ça. Chez Descartes, alors lui, il me reste un tout petit peu de temps pour lire la formule de Descartes. Ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité
et ça Spinoza le dirait aussi, ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité ne doivent s'occuper d'aucun objet dont ils ne puissent avoir une certitude égale à celle des démonstrations de l'arithmétique et de la géométrie. Je vous mettrai cette citation sur le blog. Ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité ne doivent s'occuper d'aucun objet dont ils ne puissent avoir une certitude égale à celle des démonstrations de l'arithmétique et de la géométrie. Eh bien, c'est ça l'ambition absolument folle de Spinoza, et c'est son ambition qu'on peut juger démesurée, mais ça faut juger au résultat. L'ambition de Spinoza, c'est de dire, ben oui, dans les domaines de la morale, du social, de la politique, on peut atteindre un degré de certitude égal à celui que nous fournissent les démonstrations mathématiques. C'est ça que nous dit Spinoza. Il dit, voilà, on peut. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas, ben, c'est qu'ils n'ont pas essayé, ou qui n'ont pas, ou qu'essayant, n'ont pas réussi, et on doit pouvoir réussir ça. Bon, ça veut dire que la démocratie, pour le dire assez vite, si vous voulez, ça veut dire que la démocratie, la légitimité de la démocratie, puisque c'est à coup sûr, c'était la préférence de Spinoza, doit pouvoir être mathématiquement démontrée. C'est ce que fait l'éthique, mais pas tout à fait quand même, parce que je ne peux pas soutenir que dans l'éthique, il y a une démonstration mathématique de la nécessité de la démocratie. Mais enfin, c'est l'idée, si vous voulez, qu'il n'y a aucune raison d'admettre que les choses morales, sociales, politiques, il faudrait ajouter esthétique par exemple, échappent à, pour l'esthétique c'est peut-être un peu différent, mais échappent, si vous voulez, à l'exigence de rigueur et de portée par cette méthode de démonstration mathématique. Voilà. Bien, je continuerai sur ce thème-là la prochaine fois, et puis la prochaine fois j'expliquerai aussi ce que veut dire éthique, hein, parce que c'est quand même un mot qu'on entend beaucoup, et sur lequel il faut être un peu précis. Voilà, je vous remercie, je vous dis à jeudi prochain.